Nous sommes en plein cœur de la France. À première vue, ça ressemble à une carrière comme il en existe des milliers d'autres. Mais d'ici 4 ans, sous cet endroit pourraient apparaître des kilomètres de galeries, une mine gigantesque qui serait une première en France métropolitaine depuis des décennies, à la recherche d'un nouvel or blanc. Salut, c'est Lucas. Ce projet de mine géante en France, il s'appelle Émilie. Il vise à produire des milliers de tonnes de lithium chaque année. Ce métal, il est omniprésent dans nos téléphones, nos ordi, nos trottinettes et voitures électriques. On a un des gisements les plus importants d'Europe. C'est exceptionnel qu'on ait ça en France. En face, des opposants craignent notamment pour leur paysage, la santé des habitants et de l'environnement. Certains s'interrogent aussi sur nos besoins réels en lithium. La mine verte, ça n'existe pas. Au rythme actuel, l'humanité va extraire autant de métaux entre maintenant et 2050 que ce qu'elle en a extrait depuis le début de son activité, depuis les Grecs anciens. Alors j'ai voulu creuser en quoi consiste concrètement ce projet inédit. Cette mine peut-elle vraiment être responsable? Je vous explique. Et les crises géopolitiques récentes ont montré à quel point il était risqué de dépendre de seules sources d'approvisionnement étrangères pour les matériaux critiques. Ça, c'est l'un des arguments phares d'Imerys, l'entreprise à l'origine du projet. Alors que la consommation de lithium, parfois surnommée nouvel or blanc, explose en France et en Europe, nous sommes aujourd'hui très dépendants d'importations extérieures. En 2023, en dehors des États-Unis, la production minière de lithium était concentrée à 47% sur l'Australie, 24% au Chili et 18% en Chine. Nous, on n'a pas de pétrole, mais on a du lithium. Cet hydroxyde de lithium, il va être made in France, mais même made in Allier. Plutôt que de faire venir le lithium d'Amérique du Sud qui soit transformé en Chine et du coup le ramener en Europe et en France, c'est bien évidemment hyper intéressant d'avoir ça aujourd'hui en France. Alors cette mine inédite sur notre territoire, qu'est-ce qu'elle pourrait vraiment permettre et à quel prix ? Cette mine, elle serait située ici, dans l'Allier, entre Vichy et Montluçon, sur la commune d'Échassières, à l'emplacement de cette carrière. Plongeons à l'intérieur de ce projet titanesque grâce à cette simulation 3D. Il faut imaginer plusieurs kilomètres de galeries qui descendraient jusqu'à 400 mètres de profondeur. Ça, c'est plus que la hauteur de la Tour Eiffel. Dans ce site, 15 heures par jour, des mineurs et de grosses machines s'activeraient à la recherche de minerais. À l'aide d'explosifs, ils créeraient de gigantesques chambres pour extraire de la roche. Et cette roche, on va venir la chercher avec une chargeuse électrique par en dessous, comme un distributeur de croquettes. Ça serait des chambres d'environ 20 mètres de long et 20 mètres de large, donc c'est quand même très très grand. Donc on commencerait par le bas pour aller vers le haut. Jusqu'à environ 5500 tonnes de roche seraient extraites chaque jour. C'est l'équivalent en gros de 1000 éléphants ou de 4500 Clio. Au total, environ 530 personnes travailleraient directement sur le projet, qui ne s'arrête pas là, vous verrez. Mais alors, pourquoi faire tout ça ici ? En fait, à la fin du siècle dernier, sous cette carrière de kaolin toujours utilisée pour fabriquer de la vaisselle ou du carrelage, des géologues ont fait une grande découverte. Ils ont fait un sondage du coup de 900 mètres de profondeur, et du coup dans ce sondage, on a pu découvrir qu'il y avait du lithium dans le vernis. On a un des gisements les plus importants d'Europe. Ce gisement, il ressemble à ça. Il renfermerait, et de loin, la plus grande réserve de lithium de France, selon les estimations du BRGM, le Service géologique national. Chaque année, cela permettrait de produire 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium. Cet hydroxyde de lithium va permettre de fournir 20 à 50% des besoins français de voitures électriques. Ça représente environ 700 000 véhicules par an. Mais j'avoue que quand j'ai entendu mine de lithium en France, j'ai direct pensé à ça. Des paysages dévastés, des dégagements de poussière, du bruit, des rejets de produits polluants pour l'environnement ou la santé des gens, et beaucoup d'énergie et d'impact carbone. Alors ici, qu'est-ce qui garantit de ne pas ravager la région ? Le projet présenté aujourd'hui, on ne peut qu'être contre si on est attaché à cette forêt, si on est attaché à ce territoire. Imerys promet une exploitation certes colossale, mais responsable. Et voici comment. L'entreprise met en avant plusieurs mesures, l'installation sur des sites en partie déjà utilisés pour réduire la destruction de zones naturelles ou agricoles, la mise en place d'une flotte électrique dans la mine, des transports par des conduites souterraines puis par des trains pour éviter d'ajouter un grand nombre de camions sur les routes, et puis, contrairement à plusieurs sites d'extraction de lithium dans le monde, celui-ci serait souterrain. Le fait d'être en souterrain, sur les tirs de mine et sur les poussières et sur le bruit, c'est aussi un gage de confinement de ces aspects-là. Comme il y a un enjeu d'acceptabilité sociale très fort, sur tout ce qui va être les nuisances sonores, visuelles pour la population locale, effectivement, il y a un effort significatif qui est fait. Ici, Imerys estime que par rapport au lithium typiquement extrait en Australie, l'empreinte carbone par tonne produite serait moins élevée, d'environ 40%. Précisons que localement, le projet entraînerait quand même des destructions de zones forestières et des impacts potentiels sur la forêt des Colettes à proximité et certaines rivières ou zones humides. Même Imerys ne prétend pas qu'ils vont construire une mine verte. Il parle de mine responsable. Le fait que la mine verte ou la mine zéro impact n'existe pas, ça c'est un consensus qui est largement partagé
par la communauté scientifique et par l'industrie minière. On n'a pas voulu aller vers le cliché de la mine propre. Nous reconnaissons que l'activité peut avoir des impacts et tout mon travail, tout le travail de nos équipes, c'est justement de minimiser ces impacts. Dans cette vidéo, je ne vais pas pouvoir détailler ni toutes les promesses de l'entreprise, ni toutes les inquiétudes que j'ai pu voir. Je vais me concentrer principalement sur deux enjeux qui sont beaucoup revenus. Le premier, c'est que j'ai appris que le lithium n'était qu'une toute petite partie des milliers de tonnes de matière extraite. Alors, que faire du reste ? De cette mine, jusqu'à 2,1 millions de tonnes de granit seraient extraites par an. En fait, je me suis rendu compte que tout ça, c'est loin d'être que du lithium. Donc le granit de Bovard, c'était ça. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les petites paillettes qu'il y a dedans. Nos sondages nous ont permis de déterminer du coup qu'on avait une teneur moyenne de 0,9% de lithium. Quand on est sur une mine à 0,9% en teneur, ça veut dire qu'il y a 99% de ce qu'on a extrait qui ne va pas servir directement. Il y a quelques pourcents qui vont être réutilisés, mais dans l'ensemble, ça veut donc dire que chaque année, on est sur des milliers de tonnes de déchets. Pour obtenir le lithium, il faut donc passer par deux étapes. D'abord, la concentration qui serait faite dans une usine à proximité du site. Dans cette usine, du coup, on va faire un concentré de mica. Après cette étape, le produit obtenu voyagerait sur environ 15 km dans des conduites jusqu'à une plateforme de chargement située ici. Puis il serait transporté par train sur une cinquantaine de kilomètres jusqu'à une usine de conversion qui serait implantée à cet endroit. Dans cette usine, on va extraire le lithium des mica, on va le transformer en hydroxyde de lithium. Aujourd'hui, c'est cette étape qui est majoritairement faite en Chine. En gros, à chacune de ces étapes, pour n'avoir que le lithium, on ajoute des produits et on retire de grandes quantités d'autres matériaux. Parmi ces matériaux en plus, certains peuvent être vendus ou valorisés, comme le feldspath ou le sulfate de potassium. Mais d'autres sont plus difficilement ou pas du tout valorisables. En à peine 3 ans, la masse de tous ces matériaux pourrait dépasser celle de la grande pyramide de Khéops. Alors que deviendraient ces tonnes de matériaux ? Au niveau de la première usine de concentration, selon Imerys, il y aurait près d'1,3 million de tonnes de stériles et de résidus de concentration par an. On a ce qu'on appelle les stériles, ce sont les roches dont on n'a pas besoin pour le procédé, qui vont être utilisées pour remblayer les galeries. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle les résidus de concentration, qui sont issus de la première étape de transformation, donc ils vont être utilisés dans une pâte cimentée pour remblayer les galeries au fur et à mesure. Une autre partie pourrait être utilisée pour reboucher progressivement la carrière de kaolin. Selon le compte-rendu du débat public qui vient d'être publié en septembre 2024, plusieurs réponses restent à apporter, notamment sur les risques de pollution et la dangerosité de certains résidus. Sur le stockage dans les galeries, le compte-rendu indique notamment que la préservation à long terme de la qualité des eaux souterraines est conditionnée par le caractère inerte des résidus. On est en train de terminer les tests sur ces résidus. Aujourd'hui, on a vraiment de très bonnes raisons de penser qu'ils vont être inertes et que donc tout ce qui sera stocké dans la carrière actuelle et dans les galeries sera de nature inerte. Et au niveau de la deuxième usine de conversion, ce serait 600 000 à 800 000 tonnes de résidus par an. C'est bien des résidus après traitement chimique à l'acide sulfurique, qui sont donc extrêmement problématiques d'un point de vue environnemental et sanitaire. On ne sait pas aujourd'hui s'ils seront inertes, non dangereux, ou dangereux. Et sur l'usine de conversion, selon la synthèse, le devenir des déchets reste flou, car des études sont en cours pour définir plus précisément quels sont ces résidus et quelle est leur potentielle dangerosité. Tout ça pose aussi la question de l'après-mine. Nous avons aujourd'hui en France des dizaines de sites miniers qui posent des problèmes très importants au niveau sanitaire et environnemental. Forcément, Échassières, la mine n'existe pas, donc moi je vous parle de mines qui existent. Mais une deuxième inquiétude est souvent revenue. Produire du lithium, ça peut consommer beaucoup d'eau, vraiment beaucoup. Nous sommes au nord du Chili, dans la région d'Atacama. Ici, les mines de lithium et de cuivre utilisent l'équivalent des 3/4 de l'eau consommée par les habitants de Paris, selon Negawatt. Et ça réduit ou pollue les réserves d'eau, et donc ça contribue à des manques d'eau pour les habitants autour, ou à détériorer des zones naturelles. Alors qu'est-ce que ça donnerait ici dans l'Allier ? Imerys s'assure avoir mis en place plusieurs mesures pour réduire les besoins en eau. Il y a besoin d'eau pour la partie traitement, et il y a besoin d'eau pour la partie transport en canalisation souterraine. Sur l'ensemble, ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est 90% de l'eau est recyclée. Donc là aussi, on est sur un ratio qui est assez haut dans le milieu industriel. Personnellement, je ne connais aucune mine au monde, sur aucun métal, qui arrive à faire ça. Donc je dis pas que c'est pas possible, je dis en tout cas, nous on connaît pas. Malgré le recyclage, le projet nécessiterait un apport d'environ 600 000 m3 d'eau par an sur chacun des deux sites, selon Imerys. Et ça fait 1,2 million de mètres cubes par an au total, soit un peu plus que ce que consomme chaque année la ville d'Hendaye et ses 18 000 habitants dans le Pays Basque.
Alors d'où viendrait cette eau ? Aujourd'hui, ce qui paraît le plus raisonnable, c'est de prélever dans une rivière qui s'appelle la Sioule. Ce besoin de 600 000 m3, c'est 0,6% du débit d'étiage de cette rivière. Sur le site de Montluçon, l'approvisionnement en eau ne se fera que par les rejets de la station d'épuration de Montluçon. Pour sa part, le compte-rendu du débat public indique que sur la Sioule, ce nouveau prélèvement serait possible effectivement sans pénaliser la ressource disponible, à condition notamment de pouvoir garantir une modulation efficace des pompages. Et pour ce qui est de l'eau issue de la station d'épuration, eh bien en fait ne plus rejeter une partie de cette eau dans la rivière du Cher pourrait avoir une influence sur le reste du bassin, alors que celui-ci fournit notamment l'eau potable d'un certain nombre de communes. Donc pour ça, pour ce qui est de l'usine de conversion, le compte-rendu conclut que la question de l'impact des prélèvements en eau reste ouverte. Sur plusieurs aspects du projet, des études sont toujours en cours pour préciser d'un côté les impacts et de l'autre la faisabilité des mesures pour y répondre. Tout ça devrait encore faire évoluer le projet d'ici son ouverture commerciale, aujourd'hui prévue pour 2028. On a vraiment la chance d'avoir ce cadre réglementaire qui permet d'avoir un projet d'extraction beaucoup plus rigoureux d'un point de vue environnemental qu'on peut l'avoir en Chine par exemple. Mais il y a encore une autre question derrière tout ça. A-t-on vraiment besoin de tout ce lithium et pourquoi faire ? Posons tout sur la table, mais débattons de pourquoi on veut faire ça. Pourquoi ? La consommation de lithium, elle est en constante augmentation depuis plusieurs années. En 2023, 87% du lithium extrait dans le monde a été utilisé pour des batteries lithium-ion. Et ces batteries lithium-ion, elles ont un usage très majoritaire qui est les batteries de véhicules électriques. En France, en 2023, les transports sont les premiers responsables du réchauffement climatique. Ils représentent 34% des gaz à effet de serre selon le Haut Conseil pour le climat. Ça, c'est en majeure partie dû aux voitures individuelles, puis aux poids lourds et aux utilitaires. D'autre part, les transports routiers contribuent à la pollution de l'air, qui entraîne des milliers de décès chaque année en France. Tous ces rapports que j'ai trouvés s'accordent à dire que si on veut réduire ces impacts, ça passe au moins en partie par le développement des véhicules électriques alimentés par des sources d'énergie bas carbone. L'Europe a décrété la fin des voitures thermiques d'ici 2035, ce qui fait que forcément on a besoin de beaucoup plus de lithium. Dans ce scénario de l'ADEME par exemple, les besoins annuels en lithium de la France augmenteraient même de plus 800% en moyenne par rapport à aujourd'hui. Les défenseurs du projet de mine Émilie expliquent qu'elle permettrait de répondre en partie à ce besoin, et donc qu'elle serait une chance unique pour la transition écologique européenne. Et il y a un risque de contre-productivité à multiplier les installations minières pour répondre à ce récit de transition énergétique. Et moi vraiment ce qui m'intéresse c'est de parler de la question des usages en fait. Pour quel usage est-ce qu'on veut faire cette mine ? Ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'avec une même quantité de lithium, on peut faire des choses très différentes. Selon ce tableau de l'association Negawatt, avec 10 000 tonnes de lithium, on peut par exemple produire environ 800 000 SUV électriques ou 131 millions de vélos à assistance électrique. Et entre les deux, environ 1,6 million de voitures citadines. En parallèle, plusieurs scénarios proposent des mesures complémentaires, notamment de sobriété. Par exemple, réduire les trajets, privilégier le train, le bus, la marche ou le vélo lorsque cela est possible, ou encore développer le covoiturage. Si on reprend le graphique de l'ADEME, dans un scénario avec davantage de sobriété, l'augmentation totale du lithium nécessaire ne serait que de plus 300%, soit près de 3 fois moins importante que le scénario vu précédemment. La demande de lithium, elle peut vraiment varier en fonction du nombre de véhicules électriques, de leur poids, de leur taille, de leur autonomie, et bien donc des pratiques de covoiturage, du nombre de kilomètres parcourus, etc. Et ça, c'est absolument pas une fatalité. Sans réflexion, voire contrôle sur les quantités de lithium consommées, il y a un risque, selon Fanny Verax, que cette mine ne remplace pas une mine ailleurs, mais qu'elle s'y ajoute. Alors, que pourrait devenir le lithium de cette mine ? En gros, est-ce qu'il servirait plutôt à des SUV ou à des véhicules électriques plus petits ? On ne fournit pas des constructeurs automobiles en direct, nous fournissons un élément intermédiaire de la chaîne de ce marché. La part que nous, on est capable de prendre, c'est celle de la fourniture de lithium. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller en complément vers de la sobriété, vers de la régulation sur les véhicules. Effectivement, ça n'est pas la seule responsabilité d'Imerys, évidemment. Et ça doit être un partenariat, une réflexion avec l'État, les collectivités, les citoyens et l'ensemble de la chaîne de valeur. Cela étant dit, le discours qui consiste à dire « moi, je fournis un métal et puis la société en fait ce qu'elle veut », à ce moment-là, il ne faut pas prétendre que c'est pour une transition énergétique qui aurait un impact positif. Ce qu'ont montré ces graphiques, c'est que même dans un scénario avec plus de sobriété et de moins gros véhicules électriques, le besoin en lithium continuera quand même à augmenter. Dans cet article de 2020, des membres du BRGM expliquent que les importations actuelles de lithium conduisent à
occulter les conditions d'extraction de ces substances. A l'inverse, selon cet établissement public, la relocalisation en France ou en Europe pourrait permettre une plus grande indépendance stratégique, mais aussi d'améliorer les bilans carbone. Les enjeux seraient donc d'apprendre à produire le lithium localement, durablement et de façon plus vertueuse. D'abord, on ouvre des mines en Europe, et puis ensuite, on essaye d'être un petit peu sobre sur les usages. C'est d'abord, on se fixe des objectifs de sobriété très ambitieux, et ensuite, pour le lithium dont on a vraiment besoin, on essaie d'en extraire une petite partie en Europe. Ou une partie, pas forcément petite. Ceux qui nous disent aujourd'hui dans le débat public, ni ici ni ailleurs, finalement, c'est quelque part, c'est l'inaction climatique. C'est d'accord, et donc on ne fait rien et on en reste au stade actuel. Voilà, j'espère que cet épisode des Doc Nature vous aura intéressé et qu'il pourra vous aider à mieux saisir certains enjeux autour de ce projet. Pour en découvrir d'autres aspects, je vous mets plein de liens sous la vidéo YouTube. Et comme souvent, voici un petit extrait supplémentaire d'interview qui m'a intéressé. Le recyclage, bien sûr, c'est essentiel, et c'est essentiel d'y penser maintenant, parce qu'il faut concevoir les objets de telle façon que le recyclage se fasse de façon simple. Cependant, il faut bien prendre conscience que si là, aujourd'hui, tous les Européens veulent leur voiture électrique pour remplacer la voiture thermique, comme on est sur des objets avec une durée de vie assez longue, on va dire entre 15 et 30 ans, d'accord, pour un véhicule, ça veut dire que le recyclage, il va intervenir dans une deuxième phase. Un grand merci à toutes les personnes de Brut qui ont participé à cette vidéo. Sur la chaîne YouTube de Brut, vous pouvez trouver plein d'autres contenus réalisés par mes collègues, et nous on se retrouve dimanche prochain dès 10h pour un nouvel épisode des Doc Nature.